rejoindre sur Monaco Info pour cette édition spéciale, une édition entièrement consacrée aux premiers caissons de l'extension en mer dont les travaux se trouvent et se poursuivent derrière nous. Nous allons tout au long de cette édition vous proposer des reportages et rencontrer plusieurs invités qui vont justement nous apporter différents éclairages sur le sujet. Voici votre sommaire. Une cérémonie marquée par plusieurs temps forts a été organisée autour de ce premier caisson en présence du souverain. Christophe Hirsinger, l'un des responsables du chantier, nous parlera de l'envergure des travaux. À Marseille, coup de projecteur sur le caissonnier. Éric Schepp, de son côté, évoquera les conditions qu'il fallait remplir avant de pouvoir accueillir ce premier caisson ici. Vous saurez tout sur la production de matériaux de remblai avant d'entendre Jean-Luc Nguyen sur tout ce qui concerne l'aspect environnemental. Je vous le disais, une étape importante vient d'être franchie dans le dossier de l'extension en mer, l'arrivée du premier caisson. Une cérémonie a ainsi marqué la fin de journée de ce mercredi 25 juillet, en présence notamment bien sûr de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Émilie Rousseau a suivi tous les temps forts de très près pour vous. Il incarne un élément concret du futur écoquartier que sera l'Anse du Portier. Le premier caisson de l'extension en mer a été inauguré ce mercredi 25 juillet, en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, de Martin Bouygues, du ministre d'État Serge Tell ou encore d'Andrea Casiraghi. C'est en mer que s'est déroulée cette cérémonie, avec dans un premier temps le dévoilement d'une empreinte qui sera à tout jamais gravée dans la pierre, le monogramme du prince souverain sur la façade du caisson. L'archevêque de Monaco, Monseigneur Bernard Barcy, a ensuite béni ce premier ouvrage de 10 000 tonnes. 17 autres comme celui-ci venant de Marseille devraient venir s'emboîter les uns aux autres pour former une ceinture littorale. C'est la première étape vraiment visible depuis la surface. Il y avait bien sûr un travail considérable, comme vous le savez, qui a été fait sous la mer pour enlever et protéger les espèces qui devaient être protégées et puis pour faire le remblai d'assises, pour accueillir justement ces caissons. Donc c'était un travail considérable et long, mais maintenant avec cette arrivée de ce premier caisson, on voit vraiment la partie immergée et je pense que maintenant ça va aller à un rythme assez soutenu et normalement, vous savez que les travaux maritimes devraient être terminés pour la fin 2020. Monaco n'en est pas à sa première extension sur la mer. Des centaines de mètres carrés ont déjà été gagnés, et ce dès le début du XXe siècle. Avec l'Anse du Portier, ce sont 6 hectares supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 2 km² que fait la Principauté. C'est à la fois important en termes de développement de la Principauté, un nouveau quartier, de nouveaux espaces verts, de nouveaux mètres carrés habitables, mais c'est absolument emblématique, symbolique d'une volonté d'inventer, de recréer un discours, mais une réalité aussi entre l'homme et son environnement, et singulièrement dans cette affaire, entre l'homme et la mer Méditerranée. Pour nous, hommes de construction, ce sont des jours qui sont formidables. Jusqu'à présent, ce chantier s'est déroulé sans incident majeur, où les respect des consignes ont permis d'éviter des accidents, où tout se passe bien. Il a été audité par l'ensemble de nos services et ce chantier va être labellisé, ce que nous appelons, nous, top site, c'est-à-dire un des sites les plus remarquables dans ceux que nous réalisons actuellement à travers le monde. Ce 25 juillet marque donc le passage de la maquette au projet pour l'Anse du Portier. Ce premier caisson va dans les semaines à venir être lesté pour prendre place dans ce nouveau fond marin qui a été créé. Les autres ouvrages vont ensuite se succéder à raison de 2 arrivées par mois. Une construction monumentale de plusieurs années, un futur audacieux et durable qui respecte la droite lignée de l'engagement du prince souverain pour la protection de l'environnement. Alors Christophe Hirsinger, il est difficile pour la population monégasque ici de ne pas se remémorer le chantier titanesque du XXe siècle qu'a représenté Fontvieille. Cette extension en mer
ici dont on voit d'ailleurs le caisson qui est arrivé, marquera bien évidemment le 21e siècle. Cette arrivée du caisson est véritablement, j'allais dire, une étape importante, voire primordiale à vos yeux. Bonjour, oui, effectivement, c'est une étape très importante pour nous, puisque finalement, elle est à la fois l'aboutissement de 2 ans de travaux, dont une grande partie n'était pas visible pour le public, puisque sous l'eau, et en même temps, elle marque le démarrage d'autres activités, puisque ce caisson est le premier d'une longue série qui va créer la ceinture qui va soutenir toute l'extension en mer. Alors avant son arrivée, ici même, j'imagine que de nombreux travaux préparatoires ont été nécessaires. Quels sont-ils ? Absolument. En tout premier lieu, il a fallu libérer l'emprise finalement, de façon à ce qu'on puisse intervenir. Cette libération d'emprise, elle a consisté dans un premier temps à déplacer des espèces protégées. On a déplacé d'un herbier de Posidonie de 518 mètres carrés. On a réparti entre la réserve du Larvoto et au pied de la digue de Fontvieille. On a déplacé des grandes nacres, 141 grandes nacres, des blocs d'enrochement avec des algues protégées, le Lithophilium bisoïde, 8 blocs qu'on a déplacés aussi et mis au pied du musée océanographique. On a dû éradiquer, là pour le coup c'était pas déplacer, une espèce invasive qui est la colherpe. On a aspiré cette colherpe, on en a enlevé 1,5 tonne, presque 2 tonnes, sur 1,5 hectare. Et on a dû déplacer des émissaires, donc des tuyaux de rejet d'eau pluviale, donc le tuyau du Larvoto de 300 mètres de long. Et enfin, on a pu draguer, c'est-à-dire enlever les sédiments. Une partie des sédiments étaient pollués, 66 000 mètres cubes ont ainsi été retirés et emmenés dans un centre de traitement spécialisé. Et on a dû draguer 500 000 mètres cubes de sédiments non pollués afin de pouvoir vraiment démarrer les travaux. Et ces travaux ont commencé par la création d'un très grand remblai, donc une espèce de colline sous-marine qui est là pour soutenir, sur laquelle vient se poser les caissons, qui soutient cette ceinture de caissons. Donc ça a été un très gros travail et finalement qui était assez invisible. Et ce caisson marque la première pierre, si je puis dire, de cette extension. Et du coup, ça amène ma prochaine question. C'est vrai qu'on a véritablement l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on peut comparer cette extension en mer à un iceberg. Il y a vraiment une partie émergée très importante avant même que des immeubles soient construits dessus. Absolument. Ce qui est caractéristique dans la région, c'est que les fonds descendent assez rapidement. Il a fallu qu'on aille chercher le rocher à 50 mètres sous l'eau, qu'on crée 30 mètres de grandes collines, si vous voulez, de remblais, et qu'on pose dessus un caisson de 20 mètres, 26 mètres, qui dépassera donc de 6 mètres. Donc on a créé 50 mètres sous l'eau avant d'attaquer les superstructures. Donc c'est la très bonne comparaison, c'est un iceberg et presque la plus grande partie elle se trouve sous l'eau. Alors toute dernière question, quelles sont, j'allais dire maintenant, les grandes étapes qui vont ponctuer pour vous cette extension en mer? Alors cette étape, donc, comme je l'ai dit, elle est très importante puisque c'est le premier caisson qui va émerger, qu'on va voir. Il va être suivi par 17 autres caissons pour former la ceinture. Et en milieu de 2019, cette ceinture étant formée, on va pouvoir commencer à créer le remblai à l'arrière de ces caissons, entre la côte et cette ceinture de caissons, de façon à ce que fin 2020, on puisse livrer une plateforme, donc le foncier finalement, nous avons créé le foncier sur lequel vont venir se construire tous les niveaux techniques et tous les bâtiments de ce nouveau quartier. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et maintenant, nous allons prendre la direction de Marseille où Alexandra Pani s'est rendue afin de suivre la fabrication du caissonnier. Encore merci. Il fait face à la basilique Notre-Dame de la Garde. Le caissonnier Marco Polo a pris racine en août 2017 dans les bassins est du port de Marseille. Ses mensurations impressionnent avec ses 27 mètres de haut, 50 mètres de large et 56 mètres de long. C'est lui qui a pour mission de donner naissance aux 18 caissons en béton armé qui constitueront la ceinture de protection du nouveau quartier à l'est de la Principauté. Un défi d'envergure pour les 480 personnes qui travaillent sur cet impressionnant bâtiment. Chacun des caissons pèse 10 000 tonnes et fait 26 mètres de haut. Ils sont construits selon une technique de coulage continu. Les différentes phases nécessaires à la confection d'un caisson sont réparties sur un mois environ. Le caissonnier, lui, il sert de réceptacle, on va dire, de coffrage pour le radier. Donc dans la phase d'exécution du caisson, il y a une phase radier qui dure à peu près une semaine, on va dire, entre le ferraillage, coffrage, bétonnage.
Ensuite, on a une deuxième phase qui est le coffrage glissant qui dure à peu près 2 semaines et demie, où on a donc la mise en place du coffrage et ensuite la montée du coffrage glissant. Et en même temps, on fait descendre le caissonnier qui permet de tenir on va dire la gîte voilà, du caisson au moment de l'exécution. Après la mise en flottaison, les caissons sont achevés, préparés, puis stockés à quelques mètres du caissonnier en attendant leur départ vers la principauté. Cette zone du port de Marseille a été retenue notamment grâce à son important tirant d'eau, indispensable à la confection des caissons. La zone de préfabrication se compose d'un espace de travail de 10 000 m² à quai et d'une zone de 32 000 m² sur le plan d'eau. On a déjà accueilli des caissonniers, parfois à l'intérieur des formes de radoux pour construire des caissons qui nous ont d'ailleurs servi à élargir l'entrée du grand port maritime de Marseille avec la passe nord. Donc on a un peu l'habitude des caissonniers, mais celui-là, il est quand même assez extraordinaire. Et puis la formule, le fait que les caissons vont être construits ici, puis remorqués après jusqu'à Monaco, on est vraiment dans une aventure industrielle et technologique tout à fait passionnante. Une fois acheminés à Monaco, les caissons seront placés sur le remblai d'assises, balestés à l'eau de mer, puis lestés avec des matériaux de carrière. Ils obtiendront ainsi leur position définitive. Lorsque la ceinture des caissons sera achevée, la construction du terre-plein pourra alors démarrer. Mais pour cela, il faudra être encore patient, car ces travaux ne s'achèveront qu'à la fin 2019. Éric Chef, merci de nous accorder quelques instants. On vient de vous entendre dans ce reportage réalisé à Marseille. On vous retrouve ainsi en principauté de Monaco. Est-ce une belle satisfaction pour le responsable que vous êtes de voir que ce caisson est bien arrivé ? C'est bien sûr une énorme satisfaction parce que ça veut dire que déjà le chantier en tant que responsable franchit une étape importante puisqu'on va commencer à travailler maintenant sur Monaco pour la pose des caissons. Mais c'est aussi important pour toute l'équipe qui se retrouve à Marseille. Parce que pour eux aussi, c'est un fort symbole que leur premier caisson arrive sur Monaco. Donc je pense aussi également pour les Monégasques, puisque tout le monde n'a pas eu peut-être la chance de visiter l'usine de préfabrication à Marseille. Et je pense que les Monégasques vont se rendre compte de l'ampleur des travaux en voyant les caissons arriver. Combien d'heures ont été nécessaires justement pour faire arriver ce caisson de la cité phocéenne ? Alors il a fallu à peu près 72 heures, un petit peu plus, 72-75 heures. Bon, c'est le premier voyage, il a fallu aussi se roder, hein, oui. Comme tout, il y a la courbe d'apprentissage, on va dire. Il a fallu surtout, ce qu'il faut surtout, c'est surtout toutes les protections qu'on doit mettre en amont, qui ont nécessité une préparation importante. Là, on ne voit pas, hein, là c'est par contre effectivement la partie coulée de l'iceberg, où on a passé à peu près une quinzaine de jours pour préparer le caisson. Alors, ce que vous voyez sur le caisson, on a mis des obturateurs, les grandes parties métalliques noires que vous avez, qu'on voit sur le caisson, qui permettent d'éviter que l'eau, pendant le transport, rentre à l'intérieur du caisson. Ces parties-là ont fait l'objet d'essais d'étanchéité, pour justement qu'on n'ait pas de mauvaises surprises pendant le voyage. Il a fallu essayer d'équiper toutes les échelles et puis passerelles sur le caisson pour pouvoir accéder si jamais il y a un souci pendant le transport. Il a fallu mettre en place toutes les platines de remorquage, puisque bien sûr il y a des efforts importants qui se font sur les câbles de transport. Donc toutes ces parties-là ont dû être préparées en amont. Et effectivement, on voit les 3 derniers jours, mais il y a eu une quinzaine de jours avant. En amont. C'est un caisson qui aura très prochainement de nombreux voisins. Oui, il va y avoir de nombreux voisins, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que sur Marseille, on est au 13e caisson, donc sur 18, vous voyez qu'on avance bien. Ça montre aussi tout le travail accompli depuis des équipes, depuis le premier caisson qu'on a commencé à couler en septembre 2017. Donc sur les caissons vont s'échelonner maintenant à partir du mois de septembre, puisqu'on va poser celui-là bientôt. À partir du mois de septembre, on va s'échelonner jusqu'en juillet-août 2019, où il va y avoir une pose de caisson selon un phasage précis du chantier. Éric Chef, tout semble réglé, j'allais dire, comme du papier à musique. Alors je ne sais pas si tout est réglé comme du papier à musique, parce qu'on ne peut jamais dire ça. On a quand même des aléas météo qui peuvent arriver. Je crois que le chantier en a subi pas mal sur cet hiver, hein, qui ont causé quelques petits retards, des choses comme ça. Mais par contre, oui, on essaie en tout cas de régler le maximum de choses pour avoir le moins de surprises possible. Bon, après, il peut y avoir toujours un aléa au dernier moment, mais globalement, je pense que l'organisation est quand même assez forte. Mais bon, sur un chantier de cette ampleur, on n'a pas trop droit à l'erreur, quoi.
Alors, j'imagine que vous savez tout, bien évidemment, sur les fameux remblais. Mais je vous propose à présent de découvrir un reportage réalisé par Dominique Poulain pour justement en savoir plus à ce sujet. C'est dans cette carrière située à Châteauneuf-les-Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, qu'ont été produits les matériaux de carrière à partir de roches. Ces matériaux ont servi pour réaliser le remblai d'assises sur lequel doivent reposer les 18 caissons fabriqués à Marseille. Ils ont contribué aussi à remettre le fond de mer au niveau des caissons. Au total, ce sont un peu plus d'1 500 000 tonnes de matériaux extraits de cette carrière. Il faut à peu près 5 mois pour terminer ce remblai, 1 500 000 tonnes. Qui par la suite va être en fait vibrocompacté. Avant de venir installer les caissons, on va donc faire vibrer ce remblai en amenant des moyens maritimes puisque c'est un remblai sous-marin. Donc on va le faire vibrer et donc le compacter jusqu'au démarrage de la mise en place des caissons. Les premiers caissons arrivant au mois de juillet cette année. Les travaux de remblai ont commencé par l'exploration des fronts. Lors des explosions, des roches brutes et volumineuses ont été extraites. Ces roches sont passées ensuite dans ces machines, appelées concasseurs. Ces concasseurs ont transformé ces blocs rocheux. Ils les ont réduits afin d'obtenir des granulats, des petits cailloux d'une taille plus exploitable. Le remblai de l'extension en mer de Monaco devait être constitué de matériaux allant de 20 à 180 mm de diamètre. L'opération de concassage a permis aussi d'extraire la boue, le sable ainsi que les gravillons. Le 20-180 que vous avez vu conforme aux spécifications du référentiel technique, c'est un 20-180 donc, qui est propre évidemment, dépourvu d'argile, qui respecte une granulométrie très ciblée, très calibrée, qui a un objectif de tenue dans le temps du remblai d'assises des caissons, de densification. C'est un remblai qui a nécessité de nombreuses études pour mettre au point la granulométrie du 20-180 qui est réalisée ici, pour garantir justement une assise réellement fondée dans le sol marin, sur le substratum. Les granulats produits ont ensuite été déversés dans une trémie, une sorte de grand entonnoir, avant d'être acheminés sur ce convoyeur, pour passer dans une installation de lavage, et ce, pour limiter leur impact sur l'environnement. 7 km de tuyauterie ont été nécessaires pour alimenter l'ensemble du site en eau. Une fois lavés, les granulats ont été stockés avant d'être déversés dans les bennes des camions. 44 camions en rotation transportant chacun 30 tonnes de granulats. Direction Fos-sur-Mer, à une 50aine de kilomètres de Châteauneuf-les-Martigues. À Fos-sur-Mer, les granulats ont pris place sur une plateforme. 12 000 tonnes de granulats sont arrivés ici chaque jour. Ils ont été à nouveau criblés et lavés une deuxième fois. Des échantillons ont été prélevés pour passer dans cette pièce transformée en laboratoire. Les essais effectués ont porté sur des quantités réduites de matériaux pour permettre de vérifier et de mesurer certains paramètres. Je contrôle la granulométrie des cailloux avant le chargement de bateau. Donc ça veut dire savoir si les cailloux sont de bon calibre finalement. Tout à fait. De bon calibre et de qualité, ouais. Le laboratoire nous permet d'analyser la granulométrie des matériaux et la propreté, de manière à avoir des matériaux qui suivent une courbe bien définie pour la stabilité du remblai. Car les granulats utilisés ont dû répondre à des impératifs de qualité et des caractéristiques propres à chaque usage. Les échantillons ont par ailleurs été séchés à l'étuve à 110 degrés pendant 4 heures, 2 fois 2 heures. Les granulats ont ensuite été acheminés sur le Simon Stevin, un bateau de près de 200 mètres de long, 50 membres d'équipage et 30 000 tonnes de capacité de charge. C'est le plus gros navire présent sur l'ensemble de l'opération de l'extension en mer. C'est la dernière escale, c'est chargé directement dans le bateau, direction Monaco.
Si le bateau n'est pas là, on recrée un stock de manière à pouvoir charger le bateau dans les 20 heures requises pendant que le bateau sera là. Le Simon Stevin a effectué des rotations entre Fos-sur-Mer et la Principauté, au rythme moyen d'une rotation tous les 3 jours. Il a fallu 20 heures pour le chargement et 14 à 16 heures de navigation entre les 2 sites. Au total, une 50aine de rotations ont été nécessaires pour acheminer l'ensemble des granulats. Retour en Principauté. Vous venez de voir comment les gravats, ou plutôt granulats, ont été traités. Eh bien, montons à bord à présent du Simon Stevin avec Alexandra Pani, car c'est justement lui qui était chargé de les acheminer jusqu'ici. C'est un navire aux dimensions hors normes. Le Simon Stevin est arrivé en Principauté le 28 décembre dernier. Et jusqu'à la mi-juin, il avait pour mission de déverser 1,5 million de tonnes de gravats afin de réaliser le remblai d'assises qui accueillera la ceinture de caissons de l'extension en mer. Ce projet phare qui permettra à la Principauté de gagner 6 hectares sera réalisé en 3 phases. L'infrastructure maritime, les aménagements techniques et parking, puis la partie superstructure. C'est un full pipe vessel, comme on l'appelle dans le jargon technique. Ses mensurations laissent songeur avec ses 192 mètres de long. Il est le navire d'installation sous-marine de roche le plus imposant au monde. Lors de notre visite en avril dernier, les 2 tiers de l'ouvrage étaient déjà mis en place. Nous sommes avec Tom qui est en charge de ce vaste projet à bord du Simon Stevin. Comment est-ce que ça se passe ici au quotidien de cet imposant navire? On voit que la sécurité est très importante, mais vous, on est au-dessus des différents tapis roulants. Quels sont les différents cheminements de toutes ces pierres qui viennent de la Fos-sur-Mer? En effet, on charge les pierres à Fos, une 30 000 tonnes par escale. Et en arrivant après une 12 heures de navigation, on se met en position dynamique, donc le navire est contrôlé précisément pour se positionner exactement sur place. Et après on commence avec le déchargement, donc à l'aide de 2 pelles à bord, on charge les trémies et les matériaux sont encheminés vers un tuyau vertical qui est positionné près du fond pour pouvoir installer précisément les matériaux qui formeront les bases pour les futurs caissons de l'Anse du Portier. Justement, est-ce qu'on peut parler de cette base, ce remblai qui va venir soutenir tous ces caissons? C'est une question de précision, c'est pas juste un déchargement de pierre, il y a vraiment tout qui a été étudié? L'installation est assez précise. En effet, on travaille avec des tolérances de 20 cm. Donc il faut imaginer qu'on installe une couche d'une hauteur d'un immeuble de 10 étages et on travaille finement avec une précision de 20 cm. Depuis le poste de pilotage, nous avons une vue d'ensemble sur les 2 pelles mécaniques en charge de déverser les tonnes de gravats dans les cuves. Il leur faudra 20 heures pour engloutir les 30 000 tonnes récupérées lors de chaque voyage. C'est l'une des rares salles au calme à bord du Simon Stevin et pour cause, c'est ici que chaque manœuvre est calculée. Tout autour de nous se trouvent d'imposants ordinateurs et commandes de bord. Nous utilisons un système de navigation de positionnement dynamique. Donc c'est un ordinateur qui contrôle la position du bateau. Et notre travail est de superviser un peu ce que l'ordinateur fait. Donc vous pouvez le voir ici, nous avons les systèmes qui permettent de contrôler le navire. Tout est accessible depuis ce poste. Quand nous sommes en opération, on essaie de se regrouper avec les différentes équipes qui sont impliquées dans l'installation de pierres. C'est pour ça que ce poste-ci, nous n'utilisons que pour naviguer. Et pour les opérations, nous allons plutôt proche de nos collègues qui s'occupent de la bathymétrie et de l'installation des pierres à proprement dite. Une opération qui provoque forcément des remous et de la turbidité, ce qui explique la couleur que l'on a pu voir tout autour de ces travaux. Une nuisance en permanence mesurée par une série de bouées. Il en est de même pour le niveau sonore des travaux. Le Simon Stevin a terminé sa mission le 18 juin dernier. Le remblai d'assises a ensuite été compacté et nivelé pour enfin accueillir le premier des 18 caissons. Jean-Luc Nguyen, vous êtes le directeur des travaux publics au sein du gouvernement Princier. Merci de nous accorder ces quelques instants. Est-ce que l'on peut dire
Jean-Luc Nguyen, qu'au moment même de la conception du projet de cette extension en mer, la protection de l'environnement figurait parmi les priorités? Ah oui, certainement. Je peux vous donner quelques illustrations de cette réflexion dès l'origine. On a imaginé la forme de l'extension pour que la circulation des courants marins se passe bien. On a fait un repérage de toutes les espèces protégées présentes sur le site que nous avons transplantées sur d'autres sites pour qu'elles survivent. Pour la phase de chantier, avant même que les travaux ne démarrent, on a réfléchi à des mesures de suivi environnemental et de protection des 2 réserves des spélugues et du larvoto pour éviter les déplacements de matière et de turbidité à l'intérieur des réserves. Et puis l'infrastructure elle-même, la structure qui protégera le terre-plein, a été conçue pour pouvoir accueillir autant que possible des espèces végétales et animales. Et là maintenant, avec les travaux qui se poursuivent, l'environnement est toujours ancré dans les priorités au quotidien? Ah oui, nous avons un suivi en temps réel de ce qui se passe sous l'eau, aussi au niveau de la surface avec des capteurs de bruit, de vibrations sur les immeubles avoisinants. Donc l'environnement terrestre et marin fait partie du quotidien du chantier. Alors, une fois que l'extension sera terminée, des immeubles vont être construits, bien évidemment, dessus. J'imagine que là aussi, l'environnement fait partie des priorités et on pense déjà peut-être à des immeubles avec certaines normes, respectant bien sûr les objectifs concernant la transition énergétique, par exemple aussi. Oui, ce quartier est ce qu'on appelle un éco-quartier, donc qui prend en compte bien sûr l'usage des ressources. Alors, avant de passer aux immeubles, je vous parlerai de la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des espaces verts. On a aussi des performances énergétiques des bâtiments qui seront bien entendu au maximum de ce que peuvent être des immeubles livrés en 2025. S'agissant de l'énergie, on a recours à des ressources renouvelables d'origine locale. Il y en a 2. La première, c'est la température de l'eau de mer qui sera utilisée via un réseau de pompes à chaleur pour chauffer et climatiser les immeubles. Et la deuxième ressource locale, c'est le solaire. Certaines toitures seront équipées de panneaux solaires et le quartier, dans sa conception, a prévu d'équiper aussi le toit du Grimaldi Forum qui va aussi créer une source d'électricité photovoltaïque. Jean-Luc Nguyen, merci beaucoup. Nous suivrons bien sûr avec attention la réalisation de toutes ces étapes car l'extension en mer, on le rappelle, sera terminée aux alentours de 2025, c'est bien cela? 2025, oui, et vers la fin 2020, la fin de l'infrastructure maritime de la plateforme. Encore merci. Merci également à vous aussi de nous avoir suivis tout au long de cette édition spéciale. Nous nous quittons avec les prévisions météo et vous le savez, Monaco Info, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Alors suivez-nous. À très bientôt. La météo a été bien estivale tout au long de cette semaine. Cela va continuer encore dans la journée de jeudi malgré quelques nuages. Le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, risque d'un épisode orageux. Samedi, retour progressif du soleil. Dimanche, soleil plus franc et des températures allant de 23 à 26 degrés. Nous débuterons la semaine prochaine avec un retour des orages. Et en ces chaudes journées d'été, restez vigilants, privilégiez les endroits à l'ombre et ventilés. Et si vous voyez une personne victime d'un malaise ou d'un coup de chaleur, prévenez immédiatement les secours.